Bonjour à toi, cher fan de NBA. Bonjour Bertrand. Salut Nico, salut tout le monde, fan de NBA ou pas d'ailleurs, fan de Ou playoff, pas. fan d'énergie, fan de ballon orange. Fan de ballon orange, tout à fait. Preview aujourd'hui et grosse preview, vu que les Lakers, c'est pas que les autres sont moindres, mais bon, là il y a une affiche, il y a une odeur de finale de conférence, de remake. Donc les Lakers se sont qualifiés en play-in en battant les Pels à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, ils affronteront les champions en titre. Que de retrouvailles, Bertrand. Que de belles retrouvailles, en plus on sait qu'il y a eu des petits accrochages, donc c'est parfait, tout ce qu'on aime bien. L'ambiance playoff dès le premier tour, on y va, let's go. Il y a voilà, un petit passif. L'année dernière, les Nuggets n'avaient pas trop aimé la surmédiatisation côté Lakers et un petit peu, eux, le délaissement médiatique qu'ils avaient subi. Donc, il y avait eu quelques pics. Malone avait fait voilà, des petites allusions à une éventuelle retraite pour taquiner gentiment LeBron. Ça a parlé un petit peu en début de saison encore, etc. etc. Donc, c'est deux équipes qui s'apprécient pas forcément, on va dire. Donc, Ouais, une petite odeur de poudre, j'aime bien moi. il peut y avoir du combat et du popcorn sur ce premier tour, du coup, entre Denver, donc numéro 2 à l'Est, et les Lakers, qui sont numéro 7, 8, 7, 7, 8 du coup. Du coup ils sont 8, Ouais. mais ils jouent comme un numéro 7. Voilà, ils ont fini 8e et ils jouent comme un numéro 7 vu qu'ils ont réussi à s'imposer à Nola. Donc on va partir comme d'habitude les gars sur les previews, sur Dynamique. Après on va un petit peu essayer de partir dans les points forts, points faibles des deux équipes. Ensuite les facteurs X, ensuite les petits points clés, le petit débat des choses qu'on aurait pu oublier. Et enfin la preview. N'hésite pas Bertrand, voilà, on sait même Le qu'on fait les prono, previews. J'ai dit quoi la la preview. preview. Ouais, non, ouais, le prono, c'est mieux. Ouais, ouais c'est mieux. Le prono, pour finir, c'est mieux. La preview, c'est tout ça. Donc, en tout cas, donc la dynamique des Nuggets, laquelle est-elle? Les Nuggets qui sont la co-meilleure équipe de la NBA depuis l'All-Star Break. 21 victoires, 6 défaites. Donc, des défaites majoritairement contre des équipes assez costauds, hein, généralement. Il y a eu aussi quelques absents, etc. On pense notamment au match chez les Clippers. Et bon, une petite défaite un peu sale, par contre, sur la fin de saison à San Antonio. Celle-là, là, qui leur fait perdre la Qui tête de coûte la cher, ouais. conférence. Ouais. Elle est pas très très belle celle-là. Au niveau des blessures, les Nuggets, eux, donc pas de bobo majeur. Donc on a Vlatko Kanchar qui est pas là, mais bon, ça c'est depuis le début de saison. Mais on sait quand même que Jamal Murray est surveillé de très 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 près au niveau physique. Il y a eu des petits pépins à la cheville, il y a eu des petits pépins pardon, au niveau du genou. Donc Jamal Murray qui va être vraiment surveillé aussi donc dans la dynamique. Bon, ça c'est de la dynamique indirecte, mais on sait que le frère de Michael Porter Jr. donc là vient d'être banni à vie de la NBA. John T. Porter pour une histoire de paris De Paris, hein, truqués. ouais, ouais. Bon, ouais, c'est pas le move le plus malin hein, quand même, c'est pas le move du siècle. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur Michael Porter Jr. Le pauvre, d'ailleurs, il a deux frères. L'année dernière, un de ses frères tue une conductrice au volant en étant alcoolisé. Cette année, l'autre de ses frères est banni de la NBA parce qu'il fait des paris truqués. Qu'est-ce que c'est, Bertrand, que cette famille de cassos? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est moi ça, en vrai ça me fait de la peine. Ça me fait de Ah la ouais. peine parce que, tu vois, c'est bête quoi. J'ai même pas envie d'en parler plus que ça parce que ça m'énerve et ça me fait de la peine. Non, ça me fait de la peine et ça m'énerve. Donc voilà un petit peu pour la dynamique des Nuggets qui pour le coup ils ont été en pilotage automatique un petit peu toute la saison. On le sait, la priorité des Denver Nuggets c'était d'arriver et de toute façon eux ils ont été meurtris par les blessures pendant des années donc c'est ce qu'ils veulent en priorité, c'est arriver en pleine santé en post-season. Ils sont en pleine santé en post-season. Il y a des Gillespie, des JF qui sont pas éligibles non plus pour jouer les playoffs, mais bon ça on est vraiment dans du role player Ouais. plus. Donc pas de grands absents en tout cas du côté de Denver pour attaquer cette post-season. Et un peu de repos, mine de rien aussi, parce que pas de play-in, donc ils vont être un peu plus peinards. On va passer du côté des Lakers. Donc sur la dynamique, les Lakers qui ont joué le jeu à la Nouvelle-Orléans, il y avait peut-être certaines personnes qui pensaient que les Lakers pourraient faire un petit calcul pour éviter Denver. Que nenni, Dangereux. voilà, dangereux aussi. Que nenni, les Nuggets y sont allés, se sont imposés. Darvina m'a dit, mais qui a pu dire ça? Des gens qui sortent de l'asile. AD a dit qu'il fallait respecter le basket. Donc en tout cas, on ne peut que tirer notre chapeau aux Lakers de ne pas avoir fait de calcul et d'avoir voulu gagner. Et peut-être aussi qu'ils avaient envie d'affronter ces Nuggets-là pour prendre leur revanche. Et les Lakers qui sont pas mal aussi sur la deuxième partie de saison. Ils sont 17-9, donc c'est plutôt voilà une équipe qui fonctionne aussi bien. Là, par contre, au niveau physique, il y a un peu plus de bobos côté Lakers. On sait que AD, donc du coup, a été victime
de spasmes dorsaux, du coup, une petite douleur au niveau du dos. Il a dit que ça l'avait gêné sur ce match de play-in, mais qu'il devrait être de retour à 100%. Il y a Jovan Bois aussi, l'insider des Lakers pour The Athletic, qui a sorti un petit podcast là récemment. Il a fait un petit point sur Christian Wood. Donc, on ne sait pas. Et même s'il revient, Christian Wood, est-ce qu'il retrouvera sa place et passera devant Jackson Hayes? Incertain, parce que le rim running de Jackson Hayes est apprécié du côté de Los Angeles. Jared Vanderbilt, pareil, il pourrait revenir, mais là, à quelques jours de cette confrontation, donc pas de Plus contact. compliqué pour Vanderbilt parce que lui, il faudrait carrément qu'il reprenne un rythme de compétition parce que ça fait un moment, lui, qu'il est pas là. Depuis le 1er février, contre Boston, Voilà. il s'était blessé au pied, donc Vanderbilt toujours pas autorisé au contact 5v5, mais qui pourrait revenir aussi pendant la série. On a Cam Reddish également qui est blessé, donc il va quand même manquer quelques joueurs du côté des Lakers. Mais bon, ça c'est une habitude du côté des Lakers, vu que toute la saison, ils ont eu des blessés. Hein. Ils n'ont jamais pu être au complet limite de la saison. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait réussir à surmonter. Sur la dynamique, est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant Petit retour de Gabe Vincent quand même, qui est revenu assez récemment, on va dire, hein, pour ce joueur qui était la recrue phare de l'été. Enfin, la recrue phare, non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais qui était une bonne recrue pour les Lakers. Non, après, voilà, les Lakers n'ont pas calculé ce match du play-in. Moi, je trouve ça très bien, respecter le jeu. Voilà, j'aime ça, j'aime cette envie. Et puis, s'ils avaient calculé, je pense que le calcul n'aurait pas été bon. Ça aurait été un très mauvais calcul parce que tu te réduis des jours de repos. Tu vas batailler contre une équipe des Kings ou des Warriors. Bon, maintenant on sait que c'est les Kings, accrocheuses. Ça aurait été, mine de rien, un match de plus, ça aurait été fatigant. Et puis, si tu perds, t'as l'air bien bête, quoi. T'as l'air con si tu perds, donc c'est pas plus mal. En tout cas, on peut souligner aussi du côté de Nola la blessure malheureuse de Zion, du coup, touché aux ischio-jambiers, qui a été monumentale hier soir du côté de la Nouvelle-Orléans, qui a été l'espoir de victoire. Et malheureusement, voilà, Zion, une nouvelle fois, les blessures qui le privera du match décisif de play-in. Que c'est triste du côté de Nola. On va passer juste vite fait, avant les plus et les moins, au passif récent quand même entre ces deux équipes. Il y a eu 3 confrontations cette année, 3-0 Nuggets. Il y a eu 4 confrontations en finale de conférence l'année dernière, 4-0 Nuggets. Ça fait 7. Ça fait 7. Donc, est-ce qu'on peut partir quand même sur un avantage psychologique du côté de ces Nuggets? Je dirais pas ça. Alors, avantage psychologique, oui, bien sûr. Mais ça fait aussi une force pour les Lakers, selon moi, qui était dans mes points positifs. Après, avantage psychologique, oui, bien sûr, mais tu as toujours envie de dépasser l'équipe qui te fait du mal. Donc, moi, sachant qu'il y avait il y avait eu aucun blowout, c'était toujours des matchs accrochés, des matchs bien serrés. Donc, je suis pas sûr que l'avantage psychologique soit si énorme que ça côté Nuggets. En revanche, ce qui est plus grand, c'est, tu sais, un peu la dynamique du champion, la confiance du champion. Oui, en gros, il y a cette confiance collective du côté des Nuggets, mais pondérée par la bave aux lèvres Angelinos, en fait. C'est ça que tu Voilà, tout à fait, ouais. Allez, on va passer du coup aux points positifs et aux points négatifs des deux équipes. Bertrand, commence par tes points positifs. Allez. Positif sur les Lakers, voilà, c'est tout ça. Ils n'ont pas fait de calcul, c'est très bien. Ils sont arrivés, boum, direct, on veut jouer les Nuggets. Moi, ce que j'aime, c'est que il y a tout ce qu'on aime. C'est-à-dire, on va retrouver un Lakers Denver. C'est quoi la plus grande motivation là pour les Lakers? J'imagine que leur objectif, c'est d'aller au bout aux Lakers. Pour aller au bout, il va bien falloir battre les champions. Et quoi de mieux que les jouer dès le premier tour? Les jouer dès le premier tour, c'est-à-dire que toi, tes organismes de ton LeBron, qui est, il est vieux, hein, on dirait pas comme ça, mais il est vieux. Il est mûr, il est mur. Il est mûr, il est mûr, ouais. Que AD qui marche sur des œufs tout le temps, en permanence, là il est un peu plus frais qu'en fin de playoff quand tu le rencontres en finale de conférence. Et puis t'imagines cette motivation à 400% de Darvin Ham jusqu'à LeBron James. T'as Mike Malone qui te troll, qui te chambre. Tu joues Jokic le MVP. Oui, je l'ai dit, Jokic le MVP. Tu joues les champions en titre. Et quelle belle histoire, genre t'es les Lakers, tu sors du play-in, etc. T'as galéré un peu toute la saison. Tu joues l'équipe la plus forte. Enfin, t'imagines si t'es pas motivé sur ce match, sur cette série-là, t'es motivé contre aucune équipe. Et je trouve que c'est génial. C'est génial d'avoir ce match-up au premier tour pour les Lakers, pour qu'ils aient cette bave aux lèvres, cette énergie dès le début et cette envie de revanche, quoi, tout simplement. C'est humain, c'est sportif. Donc, je m'attends à une série vraiment très très serré comme l'a pu l'être l'an passé, mais un peu plus sur le niveau du score final. Et autre petit point positif, c'est le banc que je trouve meilleur du côté des Lakers. Mais ça, j'en reparlais au côté négatif des Nuggets.
Ok, donc là, tu as fait que ton point positif Lakers pour l'instant. Que mon point positif Lakers. Allez, moi, j'enchaîne avec mon point positif Lakers. Donc là, on est vraiment chez les Purple and Gold. Donc moi, c'est l'expérience du groupe. Je vais en parler aussi côté Denver parce que là, ça fait des années. Mais pour les Lakers, avoir un groupe, un noyau dur qui est ensemble depuis un an, c'est déjà très bien hein, pour les Lakers. Ça équivaut à une décennie hein, pour une équipe normale. Donc pour les Lakers, c'est vraiment pas mal. Donc là, voilà, les automatismes qu'ils avaient dû trouver un petit peu l'année dernière de manière un petit peu accélérée. Là, cette saison, voilà, c'est des mecs qui se connaissent beaucoup mieux. Après, en autre point fort, j'ai bien évidemment cette capacité à aller vers le cercle. On le sait, les Lakers, c'est une équipe qui peut aller dessous, qui peut batailler dessous. Ils ont un LeBron, un petit peu lancé, c'est toujours aussi inarrêtable en drive. Ils ont AD dessous qui est combatif. Ils ont Austin Reeves qui est virevoltant sur petit périmètre. Ils ont tous ces joueurs-là qui sont capables d'aller gratter des lancers francs, tenir des lancers francs. Et en plus de ça, le point positif donc de cette faculté à aller sur la ligne, c'est de provoquer aussi des fautes adverses. Donc s'ils peuvent, grâce à ça, mettre en foul trouble un membre du 5 majeur des Denver Nuggets, ça ne leur sera que bénéfique. Donc voilà, au point positif. Parce que tu sais, Nico, c'est drôle parce qu'on a fait une vidéo récemment sur les joueurs sous-cotés. Et il est tellement sous-coté que tu l'as pas mentionné, alors qu'il était dans ton 5 des sous-cotés, c'est Rui. Rui, bah bien sûr. Rui Hachimura, tu vois qu'il est sous-coté. Mais c'est pas un point fort, c'est un très bon joueur, Rui, donc c'est pas point fort majoritaire. C'est en plus de ça, tu vois, pour aller à l'intérieur, pour gratter des fautes, etc. Ah mais Rui, c'est même pas qu'à l'intérieur, c'est au large, c'est sur mid, c'est baseline, c'est... Rui, il est capable de tout faire. Mais là, on est sur deux équipes, on a des fois par des match-ups, tu vois, où individuellement, les mecs vont pas être capables de se créer des points. On pense peut-être, je sais pas, notamment à Rudy, tu vois, par exemple, où il y avait les Warriors, Draymond, c'est pas forcément des spécialistes pour se créer des points. Après, je dis pas que c'est des spécialistes élites, hein, tous, hein, mais dans les deux équipes, je trouve, les 2-5 majeurs ont que des joueurs capables de générer du point. Donc Aaron Gordon n'est peut-être pas un spécialiste absolu, tu vois, donc, mais en tout cas, ils sont capables sur un drive, sur un shoot, sur un petit quelque chose. Voilà, on est quand même sur deux équipes qui sont capables d'apporter offensivement, individuellement. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi du côté des Lakers. Mais non, Rui, je le redis, Rui Hachimura, sous-côté. Je le redis. Tes points forts du côté des Nuggets, du coup c'est une équipe qui est top 5 au mi-distance. Donc ça, c'est assez appréciable dans cette NBA qui se meurt un peu du mi-distance. Et alors, ils en prennent très peu, bien sûr, mais on l'a vu l'an passé avec Jokic et ses shoots impossibles. Les shoots à plus de 7,50 m, c'est la meilleure équipe NBA, c'est l'équipe la plus à droite. Alors oui, il va pas y en avoir 10 par match, hein, mais quand même, c'est à noter. Et l'an passé, on l'a vu, les entames de match côté Denver sont toujours plus intéressantes. Et sur des matchs qui se finissent à moins de 10 points d'écart, est à plus 12 dès le premier quart-temps. Ouais, ça te permet de gérer un peu plus tes rotations, ça te permet d'être un peu plus confiant, ça te permet de mieux entamer dans ta psychologie, voilà, d'être confiancier sur tes stratégies. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt intéressant pour Denver. Donc, les Lakers doivent, ils n'ont pas le temps de se mettre en mode diesel, c'est tout de suite, coup d'envoi, boum, faut y aller, les potes. Moi, les points positifs que j'ai du côté de Denver, je parlais de l'expérience commune des Lakers. Bon, côté Denver, là, on est sur quelque chose de XXXL. En plus, les Nuggets, déjà, la line-up, du coup, le 5 majeur des Nuggets l'année dernière était la line-up qui jouait le plus, la troisième line-up qui jouait le plus ensemble sur la saison en termes de minutes. Cette saison, les Nuggets sont premiers devant OKC. Donc, ils ont joué 958 minutes ensemble. Donc, pour une équipe qui avait déjà des automatismes, c'est une équipe qui va encore plus renforcer ses automatismes. Donc là, pour le coup, en termes de synergie collective, je pense que ça va être difficile de trouver une équipe qui peut batailler avec les Nuggets. Donc là-dessus, vraiment, gros avantage Denver. La salle, bien évidemment, la bonne arena de Denver, on le sait, les fréquences respiratoires, pression artérielle, etc., augmentent à Denver parce que oxygène plus rare. Du coup, là, encore une fois, c'est un avantage. Tous les joueurs l'ont dit, tous les joueurs le savent. Donc, c'est aussi quelque chose que les Lakers vont devoir appréhender. On s'en rappelle, l'année dernière, LeBron, sur l'ensemble de la série, a dû un petit peu forcer de loin parce que, justement, le cardio était insuffisant. Donc, même si LeBron James, aussi âgé soit-il, arrive à être un petit peu à un blocage respiratoire et au niveau du cardio, c'est que c'est très, très compliqué. Donc, là-dessus, il va falloir aussi que les Lakers soient prêts. Mais ça, je pense qu'ils l'ont anticipé. Donc voilà, un petit peu après, bien évidemment, la relation Jokic-Murray qui est peut-être la relation 1-5, l'une des relations 1-5 les plus létales all-time, le Murray-Jokic. Donc, selon Murray, c'est le meilleur duo de la Ligue actuellement. En vrai, ça peut se défendre, hein, donc, surtout Murray playoff. Hein. Donc,
Je reparlerai dans mes points clés de ce pick and roll Jokic-Murray. Moi, selon moi, comment il faut le défendre, comment on peut le défendre. Mais en tout cas, voilà, ce pick and roll avec Jokic en plaque tournante, tête de raquette, poste bas, etc. Ça, c'est vraiment l'axe qui est dévastateur pour Denver. Donc, ça, c'est aussi un très, très gros point fort, du coup, pour les Nuggets. J'entends. Point faible alors bon, là, ça va être un peu en croisille, puisque bon, j'ai parlé du premier carton des Nuggets en point fort, c'est forcément le point faible des Lakers, du coup. Et le point faible des Nuggets, qui sera donc un point fort pour les Lakers, c'est le banc. Pour moi, le banc des Lakers est bien meilleur que le banc des Nuggets. L'an passé, en finale de conférence, qu'est-ce qui s'est passé? Que là, on est dans les points négatifs, là. Oui, mais c'est un point négatif des Nuggets. Ah oui, d'accord. Mais Ok. Et ouais, donc Denver, à part Bruce Brown et Jeff Green, Uncle Green, aucun remplaçant de Denver n'a mis un point dans cette série. Aucun remplaçant sur 4 matchs. Donc j'ai trouvé ça un peu désastreux. Donc cette année, oui, il y a Christian Braun qui a encore progressé et ça va être un peu l'électron libre du banc, mais il faut absolument qu'il trouve quelqu'un qui trouve ce scoreur du banc, qu'ils arrivent à gérer les moments où Jokic sera remplacé, parce que Jokic il va pas faire 48 minutes, hein, le pauvre. Donc il faut vraiment qu'il trouve quelque chose pour il y a une aide qui vient du banc. Alors oui, bien sûr, tu pourras faire jouer Aaron Gordon avec les remplaçants, KCP avec leurs remplaçants ou Jamal Murray, mais c'est pas viable. Tu peux pas faire 4 matchs toute une série avec aucun point de ton banc. Là, Jeff Green et Bruce Brown, ils sont plus là. Qui les a remplacés? Bah finalement personne vraiment dans ce rôle-là. Et Bruce Brown, en plus de ça, tu sais, au-delà du jeu, dans, tu sais, le momentum, l'énergie, la voix aussi, parce qu'il a, il a pas mal chambré le banc des Lakers toute la série. Ça peut être quelque chose qui et peut son manquer, côté aussi, il peut jouer plusieurs postes, c'est assez chiant, qu'est-ce que tu vas mettre sur lui, etc. Donc voilà, après il y a des petits jeunes aussi à Denver qui ont montré des choses, mais pour moi, et on en avait déjà parlé bien avant, le départ de ces deux joueurs-là, c'est là que ça va se voir en playoff. Là, on va voir le niveau, à quel point c'est crucial de les avoir perdus. Ouais, moi, je te rejoins, hein, le point négatif de Denver, le plus gros point négatif pour les avoir suivis pas mal cette saison, c'est leur banc. Donc Christian Braun, Peyton Watson, super athlètes, ils vont être capables, voilà, surtout Watson, d'aller contester au cercle, Braun de mettre des petites pressions défensives au large, etc., d'être sur les lignes et tout. Mais le banc est faible et les minutes sans Jokic vont être capitales. Donc on sait qu'il aime bien Malone, associer Murray à tout ça. Donc l'objectif de Denver va être clair, net et précis, hein, c'est limiter la casse quand Nikola Jokic n'est pas là. Donc ça va être le boulot de Jamal Murray. Après, moi, entre nous, c'est ma plus grosse frayeur, le banc. Ouais. Après, des fois, les Lakers sont un peu poulés sans tête quand papa est pas sur le terrain aussi. Donc bon, ça c'est. Mais ouais, non, le banc de Denver sur des grosses séquences défensives qui t'aident à te projeter vers l'avant, là, il peut être efficient. Après, sur attaque placée, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, je pense de toute façon, les gars, vous serez d'accord avec nous, le plus gros point négatif de Denver, c'est malheureusement leur banc. Et moi, tu sais quoi, je leur en veux un peu aux Nuggets, de pas être allé sur un petit joueur à la deadline, de pas avoir anticipé ça. Évidemment. Je leur en veux c'est ce que je voulais souligner également. Il y avait, je pense, des mecs à aller chercher, des mecs intéressants. Après, ils ont peut-être, tu vois, un mec comme Justin Holiday qui peut peut-être sortir de sa boîte, mettre quelques puntos en sortie de banc. On l'a vu parfois, etc. Bah, de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je vais pas t'inventer un joueur. Hein. Donc, Justin Holiday, tu vois, il y a peut-être des mecs qui sont un peu capables d'apporter, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça semble un peu faible. Tes points négatifs sur les Lakers? Non, bah voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est l'entame de match. Moi, j'aimerais que les Lakers soient concentrés dès l'entame et perdent pas leur temps à courir après le score, parce que ça aussi, c'est usant psychologiquement et physiquement. Alors moi, mes points négatifs du côté de LA, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de rebonds offensifs, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de secondes chances et c'est une équipe qui autorise beaucoup de secondes chances. Donc ce genre de points faciles, il va falloir un petit peu essayer de les éviter. Ça passe par la communication, ça passe par la concentration. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir surveiller de près du côté Angelinos. Et aussi, bien évidemment, Los Angeles, pour avoir bouffé du Lakers cette saison, c'est la gestion des moments faibles. Toutes les équipes connaissent des moments forts et des moments faibles, sauf que les Lakers, quand ils sont dans un moment faible, c'est un trou abyssal. C'est un cratère. Ils sont dramatiques. Mais ça vaut des deux côtés. Hein. Les Lakers sont capables, par séquence, d'être la meilleure défense de la ligue, comme être la plus grande des passoires. Les Lakers sont capables de faire bien vivre le ballon, d'être intelligents, de bien jouer le pick and roll, de s'appliquer sur du basket académique, etc. Comme prendre des shoots en première intention complètement débiles, de faire n'importe quoi. C'est le
le showtime un peu barré, c'est Hollywood, c'est les Lakers. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à se canaliser là-dessus. Vraiment, la gestion des temps faibles, c'est quelque chose de super important pour Los Angeles, pour moi, sur cette série. Donc voilà un petit peu. Après, il y en a d'autres. Mais moi, j'ai quelques autres points clés sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, pour mes principaux points positifs et négatifs des deux équipes, les voici. Et on a dit que Nikola Jokic était le meilleur joueur de la série, ou on l'a pas dit ça? J'ai dit qu'il était MVP, moi, carrément. Ah oui, donc parce que pas mauvais le pivot, hein. Ouais. Pas mauvais ce gars-là. Donc voilà un petit peu au niveau des facteurs X, qui as-tu toi? Alors pour les Lakers, j'ai D'Angelo Russell. Il a été cataclysmique l'an passé, une adresse, pas d'adresse du coup. Et cette saison, on l'a vu depuis un petit peu avant la deadline, on a vu un nouveau D'Angelo Russell. Et là, le mec, il est sur notre planète encore. Sur le match du play-in, il est très adroit dans le corner et il va même chambrer le banc des Pels. Donc je pense que beaucoup de choses va dépendre de lui. Parce que tu sais que ça libère aussi pas mal de joueurs des Lakers, son adresse. D'ailleurs, il a la confiance. Maintenant, tu vois que LeBron est heureux, il célèbre avec lui. On voit que vraiment, la deadline où il était tout triste, il pleurait sur le banc, etc. Ça lui a fait un électrochoc. Il veut vraiment être dans cette équipe. Et là, on a l'impression que voilà, il met tout ce qu'il faut pour prouver qu'il a sa place. Et il a sa place, D'Angelo Russell. C'est un super joueur. Faut pas l'oublier. L'an passé, je trouve qu'on lui a beaucoup manqué de respect. Mais voilà, il a été All-Star avec les Nets. Faut pas l'oublier. C'est pas à négliger. Donc je trouve que beaucoup de choses passeront par D'Angelo Russell et son adresse. Ah bah Dilo, c'est mon connard, Dilo. Hein. Moi, c'est mon joueur popcorn que j'adore, Dilo. C'est le joueur que, quand ça rentre, c'est un génie. Quand ça rentre pas, t'as envie de lui mettre des claques, quoi. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, parce qu'il a quand même mangé ça, là, le pauvre Dilo. Hein. Donc bon, en plus, aux Lakers, on n'en parle même pas. Certains fans des Lakers, voilà, quoi. Mais non, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et c'est l'optimisation mentale. Dilo, c'est ce genre de mec. Plus tu vas les mettre dans un confort psychologique, plus ils vont te le rendre. Mais il met des shoots. Tu comprends même pas Et comment il les inversement, prend. L'an passé, il finit le dernier match sur le banc. Mais il rate des Ah, c'est Dilo, c'est Dilo. Son quick release, là, quand il balance direct, etc. Non, il a... Et puis même, tu vois, c'est le genre de panier qui te font du bien, qui stoppent un run, qui vont te remettre devant, qui vont te reposer un petit matelas d'avance et tout. Donc non, il fait du bien. Et ça, attention, côté Denver. T'as raison, Factor X, Dilo, hein, parce que si jamais il commence à prendre feu sur un carton ou quoi, il va falloir prendre le temps de l'éteindre. Ton plan de jeu, et voilà, ton plan de jeu change totalement. Non, c'est clair. Moi, je vais aller de l'autre côté pour mon Factor X pour commencer. Je vais aller du côté des Nuggets. C'est monsieur Michael Porter Jr. On en parlait tout à l'heure. Peut-être que, vu le contexte qui l'entoure au niveau de la confiance, ça peut être difficile. Mais Michael Porter Jr. a cette particularité que s'il est dans un grand soir, si le poignet est affûté, si les tirs rentrent, ça va être très très compliqué. Parce que comme pour Dilo, on vient de le dire, la défense va être obligée de s'en préoccuper. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va laisser des ouvertures ailleurs. Et si tu laisses des ouvertures ailleurs à Jamal Murray, Nikola Jokic, des backdoors à Aaron Gordon, ils vont se régaler. Donc voilà, pour moi, Michael Porter Jr. a vraiment un rôle clé en termes de régularité et d'adresse à jouer dans cette série. S'il arrive à être régulier et à mettre quelques filoches, ça sera quasiment mission impossible pour les Lakers. Donc monsieur Michael Porter Jr., que j'ai mis aussi dans mon 5 des meilleurs shooters actuels, hein, Michael Porter Jr. Donc, me fous pas la honte. Ouais, j'ai tous pris. Hein. Me fous pas la honte, Michael, s'il te plaît. Donc voilà, ton facteur X du côté de Denver. C'est Reggie Jackson. Reggie Jackson, lui aussi, il a un petit côté. Tu sais, c'est un peu comme Russell, genre faut le prendre dans le bon sens, faut vraiment le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour avoir le meilleur du Reggie Jackson possible. Lui, je pense que dès l'entame de match, il faut qu'il rentre ses premiers paniers. Et ensuite, ça va le mettre dans une espèce de confort. Il va commencer à défendre, il va commencer à poser ses systèmes, il va faire des trucs. Tu te dis, ah ouais, Reggie Jackson, dis donc, ce soir, c'est cool. Et en défendant, sur qui il va défendre? Sur D'Angelo Russell. Donc c'est là aussi, il aura un duel de Factor X. Reggie Jackson, vraiment, j'en attends beaucoup et j'attends aussi que justement avec cette seconde unité qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il puisse performer avec les joueurs du banc. Je l'aime bien en plus, Reggie Jackson, d'être un bon gars très très sensible. Donc ouais, c'est mon il joue souvent avec les starters, hein, quand Murray commence à sortir, il joue aussi souvent avec les starters, Reggie Jackson. Oui, c'est justement pour le mettre dans cette confiance. Moi, il me gonfle, Reggie Jackson. Des fois, je trouve qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. J'étais très satisfait de son début de saison. Il y a des petits flashs intéressants ou quoi, mais ouais, il faut. Il est en dents de scie, c'est un Factor X. Hein.
Ouais, c'est en tout cas Denver, on en a parlé par rapport à leur banc. Voilà, il va falloir que Reggie Jackson fasse et ça sera peut-être la clé. C'est triste de dire ça, la clé de la réussite de tout le parcours Denver. Hein, parce que à un moment donné, Bruce Brown a été ultra important la saison dernière. Donc bon, moi, mon facteur X du côté des Lakers, bon, c'est facteur X, oui et non, mais bon, c'est en gros le joueur qui peut faire tourner. Moi, j'ai plus pris la chose comme ça. Pas le mec surprenant, mais le mec qui peut faire tourner, c'est monsieur Anthony Davis. Ah oui. À un moment donné, monsieur Anthony Davis, va falloir qu'il arrête de se faire uriner dessus par un Serbe qui aime les chevaux. Et il va falloir qu'il comprenne que, donc, je sais, c'est facile à dire, hein, c'est très facile à dire. Tout le monde se fait pisser dessus par Jokic. Mais à un moment donné, AD, il a les capacités pour aller l'attaquer poste bas. On sait que si tu veux, ben voilà, essouffler un petit peu la superstar adverse, le solliciter en défense, ça peut être intéressant. Il est capable de le faire. Jokic est surdominant, Jokic est surpuissant, Jokic est surtechnique, mais AD a les capacités et il faudrait juste, tu vois, qu'il ait un peu cette flamme à la Pat Bev, à la Draymond, etc. Réveille-nous ça, AD, et il est capable, je pense, de le gêner un maximum des deux côtés du terrain. Et si AD est dominant, bah, je parlais d'MPJ qui peut faire tourner la série. Si AD est dominant, bah, je pense que ça peut être très très compliqué aussi pour Denver. Parce que si Jokic est en full trouble, si Jokic est essoufflé dessous, après je sais qu'ils vont pas laisser forcément Jokic dessus s'ils voient que ça devient compliqué. Mais voilà, moi je pense qu'Anthony Davis a un très très grand rôle à jouer. Il faut aller les solliciter dessous, faut obtenir des fautes, faut faire tout ça. Donc AD, mon grand, arrête de prendre des one leg bizarre machin à 12 mètres et même défensivement, il peut aller passer un coup de fil à Dwight Howard. On se souvient du match-up pendant la bulle. Enfin, essayer d'avoir des tuyaux, toi, ça mange pas de pain. Mais non, t'as raison, c'est un gros match-up de cette série. Donc, ouais, Anthony Davis qui, au passage, cette saison, eh ben super, il a fait 76 matchs de saison régulière, plus un match de in-season, la finale, plus un match de play-in. Donc ça lui fait 78. La dernière fois qu'il a fait autant, c'était 75 en 2018. C'est son record, 78 matchs. Et en plus de ça, bah, il fait son record au rebond cette saison. C'est-à-dire que il joue beaucoup de matchs et il arrive à garder cette fraîcheur physique, ou en tout cas ce corps pour aller se battre dans la raquette. Alors oui, parfois il y a des rebonds contre des équipes qui jouent pas vraiment le jeu, il y a des rebonds qu'il va récupérer au niveau du genou, mais enfin quand même, il a toujours fait ces rebonds qu'il prenait là, il les prenait aussi quand il faisait 56 matchs. Donc quel plaisir de voir Eddie. Et ouais, quel plaisir, parce que c'est vrai que je sais pas toi, mais moi dès que je vois Eddie sur le parquet, le moindre contact, le moindre machin, je me dis aïe, ça y est, c'est fini. Mais tout le temps, la trentaine, c'est la trentaine, ça vous gagne. Ça ouais, enfin, la trentaine, il a la trentaine depuis la vingtaine, alors, hein, mais tu vois, en plus, ça peut être l'œil, ça peut être la mâchoire, ça peut être l'épaule, ça peut être le genou, tout, il est fait en sucre et ça me fout un stress, mais t'imagines même pas, quoi, dès que je le vois sur mais c'est ce que je dis, Anthony Davis n'a jamais été aussi présent sur les terrains que depuis qu'il a 30 ans. Donc c'est pour ça. Avoir la trentaine, ça renforce un homme. Ah oui, d'accord, 30 ans dans ce sens-là, j'avais pas compris. Oui, mais oui, quand même. Défendons nos couleurs, Bertrand. Hein. Défendons-les un petit peu. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, j'ai 18 ans. Je vois pas de moi, c'est juste une vingtaine qui dure plus longtemps, c'est tout. Ça marche. Les points clés, un petit peu. Moi, il y a certaines choses que j'ai soulignées. C'est le clutch, bien évidemment. On sait que LeBron a dit que normalement, si les deux équipes jouent à leur meilleur niveau, elles pourraient se retrouver dans des clutch time et que ce sera l'équipe qui s'exécutera le mieux. Bon, le passif récent nous montre que les Nuggets retournent les Lakers dans le clutch time, beaucoup avec de l'individualité, ce fameux pick and roll Jamal Jokic, mais ça va être un moment clé de la série, hein, ces moments-là. Toi, pour toi, le joueur le plus clutch, c'est qui dans cette série? Le joueur le plus clutch dans cette série? Si tu devais là faire un petit classement et dire bah non, moi le joueur le plus clutch, parce que moi tu vois, je vais te donner mon impression le temps que tu réfléchisses, j'ai l'impression que comme tu as dit, Denver ça va plus être des combinaisons, là où les Lakers ça va être plus être ouais, LeBron, c'est ton métier maintenant mec, on est sur tes épaules là. Et il a porté les Lakers grandement cette saison dans le clutch LeBron, hein, surtout en début de saison, il les a bien portés. Après, entre un début de saison de régulière et un premier tour contre les champions en titre, c'est pas la même opposition non plus. mais dans le clutch, moi, tu vois, un mec comme D'Lo, bah ouais. D'Lo, Austin Reeves, là, les pétards, là, les mecs qui ont peur de rien. Genre, non, moi je. Ouais, Reeves est chiant. Ah ouais, Reeves est chiant. C'est des mecs qui peuvent les feux follets, là, les mecs comme ça. Et Jamal de l'autre côté, bien sûr que Jamal, il peut les tuer. Mais tu vois, t'as noté tout à l'heure, et ça, c'est un truc que je veux que les gens gardent en tête, c'est que
On se rappelle voilà, des shoots incroyables que Jokic a mis sur AD, donc on est dans de la réussite maximale. Bon, il n'y a pas que de la réussite, il y a aussi beaucoup de talent. Hein. Mais tu as parlé de la série catastrophique de D'Angelo Russell la saison dernière, et on va parler de la série majestueuse de Jamal Murray aussi, qui était en course pour peut-être être le final MVP de conférence. Du coup, les stats de Jamal Murray la saison dernière contre les Lakers sur la série, c'est 32,5 points par match en 53, 41, 95. Non, mais c'est une folie. Donc, si tu vois, si j'équilibre ça, il y en a un qui était majestueux et l'autre qui était au fond du puits. Si je me dis, si les Lakers arrivent peut-être à tirer quelques leçons de ça, etc., et que les forces se rééquilibrent un petit peu, si l'un est un peu moins sur son nuage et que l'autre est moins au fond du seau, on part peut-être sur quelque chose de plus équilibré. En tout cas, Bien ce sûr. match-up, pour moi, c'est peut-être le pire match-up, aussi bien psychologique, aussi bien terrain, aussi bien expérience, que les Nuggets peuvent récolter au premier mais tour. Murray, en plus, il fait partie de ces joueurs qui, passer les playoffs arrivent, il se sublime à chaque playoff et c'est pas une nouveauté tout ça. Mais là, tu vois, on parle donc de ce match-up qui est difficile et tout. Moi, j'ai une question du coup à te poser. Pourquoi les Lakers passent leur temps à courir après des victoires en saison régulière? Les mecs, ils ont besoin du play-in pour passer. Et là, on les met dans une série contre les Nuggets et on commence à se dire, ah ouais, mais quand même, ça va être serré, ça va être ceci, ça... Comment les Lakers arrivent à avoir deux visages comme ça? Comment tu l'expliques? Bah que LeBron veut le record de play-in, du coup il est en 3-0 all-time en play-in. Donc déjà, voilà, LeBron et Eddie invaincus en play-in. Mais surtout, moi les Lakers, la réflexion personnelle que j'ai, donc ça ne regarde que moi les gars, donc vous me direz les fans Angelinos ce que vous en pensez, c'est que moi j'ai l'impression que les Lakers toute la saison affrontent quand même une adversité décuplée. Quand les Lakers sont en ville, les équipes ont envie de casser la gueule aux Lakers. Quand LeBron James est en ville, les équipes ont envie de casser la gueule à LeBron James. Donc quand les Lakers de LeBron James sont en ville, bah, les équipes ont encore plus envie de leur casser la gueule. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué assez fréquemment, que voilà, on parle souvent, tu vois, que la saison c'est un marathon ou quoi, mais je trouve que les Lakers, comme les Warriors, parce que la lumière, tout ça, etc., Steph Curry et tout, mais un peu moindre, je trouve, les Lakers sont vraiment tous les soirs une cible en permanence dans le dos, dans le dos, et je pense que ceci explique un peu cela, en plus, voilà, de ce que j'expliquais tout à l'heure, les temps faibles où des fois ils déconnectent juste les blessures, les temps faibles mal gérés et la suradversité, pour moi, sont les trois critères qui font que les Lakers sont souvent dans la lutte du play-in, alors que bah voilà, quand ils sont au max de leur capacité, dans les individualités défensivement, je trouve que ça peut être un bloc ultra impactant. Même un mec comme Dilo, hein. Dilo, c'est un mec qu'on sous-estime souvent, etc. Mais moi, même Dilo défensivement, avec sa grande gueule, il tape les bras, etc. Austin Reeves, pareil. Je trouve que c'est des mecs qui sont vraiment intéressants. Sinon, moi, regarde, pour rebondir, enfin, pour aller dans un autre sujet un petit peu dans les points clés, c'est ce pick and roll Jokic-Murray. Dis-moi. Moi, je trouve que la plus grosse erreur à faire, c'est de sortir sur Murray à deux. Il ne faut jamais laisser Nikola Jokic poste haut en quasi-solitude. Ne le laissez jamais tout seul. Donc, je sais que LeBron, par l'IQ, va peut-être essayer d'aller compenser et de se mettre sur les lignes de passe. Je pense que ça va être une directive du côté Angelinos. Mais vraiment, je pense que la pire erreur à faire, c'est de sortir à deux sur Murray. Au pire, Murray va te mettre une leçon. Mets-lui des chiens de la casse dessus, etc. ou quoi. Mais ne fais pas en sorte que la relation Murray-Jokic soit facile et évidente, parce que derrière, c'est bonbon. Non, t'as raison. Mais après, on en revient toujours à la même chose de nos Factor X. Ton MPJ, moi et Reggie Jackson, KCP dont on a très peu parlé, mais qui a sorti des matchs plutôt sympathiques aussi l'an passé. Et voilà, et parce que je suis d'accord avec toi, tu n'as pas envie de sortir à deux sur Murray, mais si le Murray il est à 35 points, au bout d'un moment il faut le stopper. Alors tu vas faire quoi? Tu vas le laisser, mais il va t'en mettre plus. Tu vas sortir à deux, mais il va y avoir Jokic qui va trouver un autre joueur ouvert. Il va y avoir... C'est ça qui est compliqué, c'est toujours des choix et choisis ton poison avec ces Nuggets. Donc non, je pense que vraiment là où c'était le point le plus intéressant, c'est voilà, comme tu l'as dit avec Davis, va me fatiguer ce Jokic, va me le fatiguer, va me le mettre en problème de faute. Ça, et j'en parlais tout à l'heure, les points faciles. Les Lakers encaissent beaucoup de points sur seconde chance. Les Lakers encaissent beaucoup de points sur contre-attaque. Ça, tu donnes ça aux Nuggets, c'est 10, 15 points d'avance facile. Donc ça, il faut vraiment essayer de les limiter au maximum, au maximum, au maximum. De toute façon, jouer les champions en titre, c'est ça, Bertrand. Hein. Faut être concentré, faut être appliqué, faut être dévoué. Faut... Voilà, si tu veux avoir une chance de battre le champion, il va falloir mettre tous les ingrédients pour. Mais sachant que les Lakers ont cette capacité avec LeBron sur panier marqué de te créer des contre-attaques sur panier marqué. On parlait au début
Jackson Hayes, qui a la possibilité, c'est un athlète le mec, sur panier rentré, il court, LeBron fait une passe digne de Kevin Love, voilà, ça te fera peut-être pas un panier, mais directement ça te laisse les Nuggets sur leurs appuis, et c'est compliqué de rester après toute la défense là-dessus. Ils en mettent aussi, ils en mettent beaucoup. Voilà, ouais. Troisième en termes de points sur contre-attaque, sur transition. Dès que les Lakers sont lancés, ils sont dangereux. Donc ils en mettent, mais ils en encaissent aussi. Donc ce qu'il va falloir, voilà, c'est trouver le juste milieu sur tous ces points faciles. Donc je répète, seconde chance. Et ça passe par des petites choses, des écrans de retard, une communication, la transition par, voilà, pareil, une communication ou juste tourner la tête pour voir et anticiper. De toute façon, on le sait, les séries comme ça joue sur des détails. Mais moi, je le répète, je ne pense pas que cette série sera facile pour les Denver Nuggets. Je pense que ça peut même être leur série la plus compliquée. C'est l'heure du prono, ça. Hein. Ça pue le prono, ça. Ça pue le prono, en effet. Et moi, je vais donner le mien d'entrée. Moi, je mets les Nuggets parce que je n'arrive pas à aller au-delà de la qualité de ce 5 majeur. Je pense que l'expérience, je pense que le meilleur joueur, je pense que tout ça va payer pour les champions au titre. Mais j'ai mis 4-3 parce que je pense que les Lakers sont capables de les pousser dans leur dernier retranchement. Et attention, toutes ces petites choses qui ont souri, on le disait, les shoots de Jokic, le Murray chaud, le fait que Dilo soit un petit peu dedans, etc. Si tout se rééquilibre un petit peu, moi, je ne serais pas surpris que les Lakers sortent les Nuggets. Je ne serais pas surpris. Je me suis beaucoup trituré et je vais peut-être te surprendre, mais je vais mettre les Lakers en 6. Oh ah oui, et je pense que ces playoffs vont être les playoffs de toutes les surprises. Et voilà, donc je me lance, voilà, Lakers en 6. J'avais pas mis de prono sur ma petite feuille, je me suis dit, bon, j'avais une idée, mais je me suis dit, on va voir comment ça se déroule, on va discuter, et tu m'as convaincu sur pas mal de points, je me suis moi-même convaincu sur d'autres points, et cette, comment dire, ce manque de banc, ce manque de, finalement de beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées dans le sens des Nuggets. Je sais pas, je vois les Lakers en 6 et puis tout ce storytelling et tout que ça va créer, je le vois gros comme une maison. Donc, allez, Nuggets, Lakers en 6, pardon. Mais c'est vrai, tu vois, et ça c'est intéressant, je trouve, de le dire que, et c'est, bon, après c'est des grands joueurs, donc les mecs réussissent des choses incroyables, hein, mais le Samba Shuffle de Jokic, comme je dis, j'ai du mal à qualifier ça de surperformance, mais en tout cas d'être sur un nuage. Et de l'autre côté, les mecs qui sont au fond du saut, là je pense qu'on est sur des dynamiques différentes. Et Dilo, pour moi, t'as bien eu raison de le mettre en facteur X, parce que Dilo, ça peut être le plus gros facteur X de la série. S'il commence à prendre feu, s'il commence à être décomplexé... Est-ce que c'est pas une série plus excitante que le Mavs Clippers, tout ça, hein? C'est la série la plus excitante du premier tour pour moi. On est d'accord. Même si le Suns Wolves c'est magnifique, même si le Mavs Clippers c'est magnifique, etc. Bref, c'est champions... l'Ouest. L'Ouest, c'est voilà, on sait, c'est différent. Hein. C'est une série moi que je vais regarder attentivement et je pense que ça va être popcorn festival et régalade. Donc voilà, on a fait un petit peu cette preview. Dites-nous comme d'habitude les gars dans les commentaires ce que vous en pensez. Lakers, Nuggets, des arguments aussi, si jamais vous voyez des choses qu'on n'a pas vues, parce que bien évidemment, on ne voit pas tout. Hein. Et on se retrouve très rapidement pour la suite et pour débriefer peut-être ces premiers matchs. N'hésitez pas, les gars, sur les réseaux, Twitter, etc., 50 nuances de NBA, les commentaires, les likes, bien évidemment, ça nous fait plaisir, ça fait monter la chaîne, ça fait monter le projet, ça nous aide beaucoup. On n'a pas trouvé encore de mécènes milliardaires, hein, on attend. Bertrand, si tu as des contacts. Mais sinon, en tout cas, voilà, ça nous fait bien plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bisous les gars, ciao ciao. Bonne série.